Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur The Acolyte. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà vu l'épisode 7 de la série. Cet épisode est de nouveau un flashback qui revient sur le fameux incident de Brendok. Il est construit dans le style du film Rashomon du cinéaste japonais Akira Kurosawa, dont George Lucas s'était beaucoup inspiré. Un film quasi uniquement raconté en flashback pour découvrir le même événement raconté par 3 personnages différents. Le principe ici est repris avec l'épisode 3 de The Acolyte, qui s'intitule d'ailleurs Destin par rapport à la vision des sorcières de Brendok, alors que l'épisode 7 reprend la vision des Jedi et s'appelle Choix. Nous découvrons tout d'abord la raison de la présence des Jedi sur Brendok, une vergence dans la Force. Une vergence, parfois décrite comme un nexus de force, est une concentration inhabituelle mais naturelle d'énergie de force localisée autour d'un lieu. Une vergence centrée sur un lieu peut donner aux personnes sensibles à la force qui se trouvent à proximité des interactions plus fortes avec la force, incluant souvent des visions. Parmi les lieux les plus connus avec une vergence, on retrouve la grotte du mal sur Dagobah, Jedha City, Exegol, le monde perdu des Sith, ainsi que les temples Jedi de Lothal, Idith, Devaron, Ilum, Ahch-To ou encore Coruscant. Le monde éthéré de Mortis est lui une sorte de vergence ultime, étant le pivot de la galaxie de la Force. Parfois, même un objet peut se comporter comme une vergence, avec par exemple le sabre laser des Skywalker face à Rey sur Takodana dans le réveil de la Force. En effet, dans cette scène, Rey n'utilise pas le pouvoir de la psychométrie qui lui permettrait de voir le passé d'un objet, mais c'est bien l'objet lui-même qui connecte Rey à des visions de la Force, le pouvoir d'une vergence. Mais le cas qui nous intéresse le plus par rapport à The Acolyte est lorsqu'une vergence se trouve être une personne. La première fois que ce concept est apparu est dans l'Amenas Fantôme, puisque Qui-Gon Jinn déclare qu'Anakin Skywalker est une vergence. Logique quand on connaît son origine, un être créé par la Force elle-même. I've encountered a vergence in the Force. A vergence, you say? Located around a person? A boy. Un seul autre personnage de Star Wars jusqu'à maintenant était une vergence, il s'agit de Mithras Surik, le personnage principal du jeu vidéo légende Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords. Et enfin, le concept de vergence à propos d'un individu pourrait revenir dans la série avec les sœurs Anis Seiya, Mae et Osha. Nous savons que les jumelles ont été créées à l'aide de la Force, et les Jedi nous précisent ici qu'elles sont parfaitement identiques, bien plus que de simples jumelles. De plus, le terme de vergence pour Mae et Osha est d'autant plus approprié, puisqu'en optique, on retrouve la notion de dualité. Une vergence est l'inverse de la distance focale, la convergence étant une vergence positive, et la divergence une vergence négative. Mais cette interprétation est contredite par Leslie Headland, la showrunner de The Acolyte, dans une interview accordée à Nerdist, publiée le jour de la sortie de l'épisode. Je cite, « C'était très important pour moi, Dave Filoni, le directeur de la création de Lucasfilm, et Pablo Hidalgo, le créateur du story group de Lucasfilm, que Osha et Mae ne soient pas une vergence. Les filles elles-mêmes ne sont pas une vergence dans la Force, c'est pourquoi nous avons décidé que la vergence était sur Brendok et qu'elle resterait mystérieuse. De cette façon, nous y retournons dans les futurs récits de l'histoire, nous pourrons découvrir plus sur ce qui se trouve réellement. Il était important que ce type de vergence soit naturel par opposition à un être humain ou à un extraterrestre. Les filles sont des cobayes, elles sont le patient zéro pour ce type de pouvoir, il n'a pas fonctionné parfaitement. C'est pourquoi les filles ne pourront jamais être aussi puissantes qu'Anakin. Ensemble, leur potentiel n'a pas encore été exploré, elles ont été séparées trop longtemps. C'est comme lorsqu'on fait une expérience et qu'on est à la première phase. Elles sont peut-être pas les premières, mais l'une des premières expériences de cette utilisation particulière du pouvoir. Les jumelles sont donc plus faibles qu'Anakin, c'est certain. Elles ne seront pas à la hauteur de ce qui deviendra l'élu. Elles n'y parviendront jamais, car dans mon esprit, Anis Seiya ne peut pas faire grand chose. Elle n'est pas assez puissante pour créer une personne. Les jumeaux se sont séparés, le pouvoir d'Anis Seiya s'est divisé, et c'est pourquoi une grande partie de sa philosophie porte sur le pouvoir des deux, sur le fait qu'elles doivent rester ensemble. Ainsi, le pouvoir des sorcières serait si puissant que leur foyer se trouve sur une vergence, un nexus de force, pas suffisamment puissant pour créer un seul être surpuissant, le pouvoir a dû être partagé en deux, Osha et Mae. Et avec ces précisions, la théorie de la dyade de la Force serait un peu plus bancale, puisqu'une dyade consiste en 2 êtres différents physiquement qui sont les mêmes à travers la Force, or Osha et Mae sont des exactes copies. En parlant du pouvoir des sorcières, elles sont capables de faire du contrôle mental. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir un contrôle mental du point de vue de la victime, mais aussi de se téléporter en s'évanouissant sous forme de fumée.
L'effet est ainsi similaire à la magie des Sœurs de la Nuit lorsque par exemple la mère Talzin utilise la téléportation pour fuir face à Mace Windu sur Bardotta. De plus, lorsque Sol évoque le nom de sorcière après avoir découvert la communauté, Torbin pense aux Sœurs de la Nuit qui étaient donc déjà bien connues des Jedi à cette époque. Concernant Torbin, lorsqu'Anis Seiya rentre dans sa tête, elle évoque le nom de sa planète d'origine, une certaine Bonadan. Bonadan est un monde de la bordure extérieure peu développé en dehors par exemple d'une mention dans le Smuggler's Guide de Maskanata de la présence des trafiquants d'armes Ephant Mon et Mas Goski, mais Bonadan vient de l'univers légende via le roman La Revanche de Han Solo, deuxième tome de la trilogie Les Aventures de Han Solo, d'où provenaient déjà les Tainan, l'espèce de Basile des derniers épisodes. Au coin du feu, en début d'épisode, les Jedi précisent qu'ils sont venus sur Brendok parce qu'ils y ont senti une vergence certes, mais que ça serait d'autant plus intéressant parce qu'une vergence a la capacité de créer la vie, et Brendok en a été apparemment coupé pendant un moment. En effet, un siècle plus tôt, Brendok a été victime de la grande catastrophe de l'hyperespace. 100 years ago, this planet was catalogued as lifeless because of a hyperspace disaster. Yet this planet, Brendok, is thriving. En 232 avant Yavin, le transport de fret modulaire de classe A, le Legacy Run, voyageait en hyperespace comme il le fait habituellement jusqu'à ce qu'un vaisseau vienne le percuter. Une collision en hyperespace est normalement impossible, mais le vaisseau en question était des Nihil, un groupe de maraudeurs de la bordure extérieure qui possédait la technologie des sentiers, des sortes de raccourcis hyperspatiaux. Ainsi, grâce à un sentier, le vaisseau Nihil a pu intercepter le Legacy Run qui se disloqua en des milliers de morceaux envoyés à la vitesse de la lumière à travers toute la galaxie et tua presque les 9000 voyageurs à son bord. Mais n'ayant plus aucun contrôle, les débris réapparurent de manière aléatoire dans l'espace réel à des vitesses faramineuses, frappant de nombreux mondes et en détruisant la plupart. Ces événements sont appelés des émergences et le roman La Lumière des Jedi, premier roman de la littérature de la Haute République, relate ces événements et principalement les émergences du système Etzal, mais on peut aussi noter une émergence dans le jeu vidéo Jedi Survivor qui a touché la lune de Kobo. Et Indara raconte à Torbin que Brendok a aussi été touché par une émergence, stérilisant la planète pendant près d'un siècle. Toujours durant cette scène, on peut remarquer que les Jedi mangent de la viande, et avec Kelnaka, la scène rappelle pas mal Chewbacca dans les derniers Jedi qui mangent des porgs. Mais ce ne sont pas des porgs que mangent les Jedi, mais des Nuna, de petites créatures ressemblant à des poulets qui proviennent de la menace fantôme, mais qu'on retrouve dans de très nombreuses œuvres, souvent sous la forme de nourriture. Et fun fact, il existe un sport appelé le Nuna Ball, qui ressemble à du football américain avec un Nuna à la place du ballon. On peut d'ailleurs voir une partie de Nuna Ball dans le club Outlander sur Coruscant dans l'Attaque des Clones. Et en jugeant la nourriture cuisinée par Kelnaka, Indara fait la réflexion à son padawan comme quoi il vaut mieux ne pas énerver un Wookiee, faisant référence à la réplique de Han Solo dans Un Nouvel Espoir. You must eat, Padawan. I'm not hungry. It's unwise to insult a Wookiee's cooking. Let him have it. It's not wise to upset a Wookiee. But sir, nobody worries about upsetting a droid. It's because a droid don't pull people's arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that. Pour rester sur Torbin, nous découvrons que c'est Kelnaka qui lui a fait sa grave cicatrice au visage alors qu'il était possédé par la magie des sorcières de Brendok. Torbin est blessé au moment où Kelnaka lui plaque sa main au visage, et même si l'on ne voit pas le moment précis où le visage du Padawan est entaillé, il est possible que Kelnaka l'ait blessé avec ses griffes. Et ce point pourrait être très important pour l'histoire du Jedi. En effet, dans la culture Wookiee, l'utilisation des griffes n'est autorisée que pour grimper aux arbres, une habilité très utile sur leur planète natale Kashyyyk avec les arbres Vroshir géants. Mais si un Wookiee utilise autrement ses griffes, il enfreint le code d'honneur Wookiee. Suite à l'incident de Brendok, Kelnaka a peut-être considéré avoir enfreint les règles de son peuple, et ce pourrait être la raison pour laquelle il s'est exilé sur Kofar. Et au moment où Kelnaka attaque Torbin et Sol, le thème musical de Kylo Ren retentit de nouveau, comme lors de l'épisode des combats au sabre laser sur Kofar. We are.
Leslie Headland nous avait promis que ce thème n'était pas là au hasard, peut-être aurons-nous une réponse dans le final de la saison. Enfin, parlons quand même de Saul, qui est quand même l'élément déclencheur principal du conflit sur Brendock. Saul veut ainsi absolument un padawan, autant que Kaimir veut un acolyte d'ailleurs. Mais Saul ressemble ici beaucoup à Qui-Gon Jinn dans l'Amnas Fantôme lorsqu'il insiste auprès d'Indara pour prendre Osha comme padawan contre l'avis du Conseil Jedi, comme Qui-Gon qui commence la formation d'Anakin Skywalker alors que le Conseil le lui a interdit. De plus, on nous reprécise qu'Osha est trop âgé pour devenir initié, voire padawan, tout comme Anakin une nouvelle fois. Dans l'épisode 3, nous avions vu le test des Jedi fait à Osha, et dans cet épisode, nous voyons celui de Mai. Lorsque la jeune fille doit voir avec la force, ce qui est affiché sur l'écran, ce sont en réalité un Wampa, semblerait-il, un chat Tuka, déjà montré à Osha, et un droïde d'alimentation de série GNK, appelé Gonk, par le bruit qu'il émet. Après avoir testé le sang des jumelles, Torbin déclare que leur taux M est très élevé. Le taux M est la simplification de taux de midi-chlorien, des formes de vie microscopiques et intelligentes qui proviennent du fondement de la vie au centre de la galaxie et qui résident dans les cellules de tous les organismes vivants, formant ainsi une relation symbiotique avec leurs hôtes. La forme s'exprime à travers les midi-chloriens, permettant à certains êtres d'utiliser la force s'ils sont suffisamment sensibles à son pouvoir. Anakin Skywalker en a par exemple plus de 20 000, soit un record pour l'époque, et les jumelles semblent aussi avoir battu leur propre record. Enfin, je terminerai par le choix de design d'une des sorcières de Brendock, celle nommée Saria. Nous ne connaissons pas son espèce, mais elle a des tentacules crâniens tatoués mêlés à des mèches de cheveux, un design assez particulier, en réalité inspiré d'un des nombreux concept art d'une Kira alien pour le film Solo. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir notre critique en live disponible sur la chaîne secondaire, ainsi que la critique avec Tribune et Max Rebo sur la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission à la banane des étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.